y a bien d'autres violences qui sont potentiellement là ou déjà là et qui sont susceptibles de se développer dans le futur. Et la question qu'on va se poser, c'est parmi tous les possibles, parce que la violence, elle est aussi, j'allais dire, forte et nombreuse que ce que notre imagination peut porter, quels sont les événements les plus probables qui sont susceptibles d'arriver. Donc, dans une première partie, on va vous parler des forces qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le terrorisme, qu'il soit général, pourrait-on dire, ou qu'il soit plus dans la lutte du djihadisme. Et puis, dans une deuxième partie, qui sera évidemment plus boule de cristal, c'est-à-dire on va se lancer dans l'exercice de vraiment qu'est-ce qui peut advenir dans le futur en matière de terrorisme. Et là aussi, je ferai plutôt la partie des terrorismes non reliés au djihadisme, qui est la partie que Hugo va prendre. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour Hugo et moi d'être parmi vous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence qui sera évidemment interactive comme il se doit. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, donc depuis 4 ans, la France est placée dans une situation tout à fait nouvelle en matière de terrorisme. Certes, elle avait déjà connu de très nombreux attentats avant, dans les 50 dernières années, mais ils étaient de nature assez différente de ceux que l'on a subis depuis 4 ans, avec des acteurs différents, des causes différentes, des effets différents. Et il nous a paru intéressant, entre nous deux et avec M. Verluise, d'essayer de regarder quelles étaient les dynamiques qui étaient à l'œuvre et qui avaient conduit à ce terrorisme, mais surtout, qu'est-ce qui allait en advenir et quel pouvait être le terrorisme de demain. Nous partons de 2 événements relativement nouveaux. Le premier, c'est, pourrait-on dire, la fin territoriale du califat dans la lutte contre Daesh, et donc la question de savoir comment se transforme la menace aujourd'hui et quelle est la réalité de cette menace. C'est une première question essentielle. Et la deuxième question qui nous est apparue, c'est qu'au fond, à regarder le terrorisme, on va dire djihadiste radical pour aller vite, mais c'est Hugo qui va en parler plus précisément, est-ce qu'on n'en a pas oublié d'autres? Est-ce que cette violence à revendication religieuse n'a pas occulté quelques signaux faibles qui nous auraient permis de voir d'autres formes de terrorisme susceptibles d'advenir dans le futur. Lorsque l'on voit, par exemple, l'attentat de Christchurch, d'un suprémaciste blanc par rapport au reste, lorsque l'on voit, je crois, un Sénégalais en Italie penser à incendier un bus avec 50 enfants pour venger la mort de migrants noyés en Méditerranée. Lorsque on voit, le dimanche dernier, 2 bonbonnes de gaz placées sur la ligne du TGV entre Genève et Bourg-en-Bresse, qui fort heureusement n'ont pas explosé parce que le TGV en passant les a pulvérisés, on se rend compte que finalement, nous sommes au quotidien pris dans la question du terrorisme djihadiste, mais qu'au fond, il y a bien d'autres violences qui sont potentiellement là ou déjà là et qui sont susceptibles de se développer dans le futur. Et la question qu'on va se poser, c'est parmi tous les possibles, parce que la violence, elle est aussi, j'allais dire, forte et nombreuse que ce que notre imagination peut porter, quels sont les événements les plus probables qui sont susceptibles d'arriver. Donc, dans une première partie, on va vous parler des forces qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le terrorisme, qu'il soit général, pourrait-on dire, ou qu'il soit plus
dans la lutte du djihadisme. Et puis, dans une deuxième partie, qui sera évidemment plus boule de cristal, c'est-à-dire on va se lancer dans l'exercice de vraiment qu'est-ce qui peut advenir dans le futur en matière de terrorisme. Et là aussi, je ferai plutôt la partie des terrorismes non reliés au djihadisme, qui est la partie que Hugo va prendre. Voilà. Et après, comme je suppose que ça va soulever pas mal de questions, eh bien, évidemment, le débat sera ouvert, que nous attendons tous les deux avec, je dois dire, un peu d'impatience. Voilà. Donc, on se lance d'abord dans la question des forces à l'œuvre aujourd'hui, mais avant, à la demande de M. Verluise, on va faire un petit rappel pour que tout le monde soit à peu près d'accord sur ce que c'est que le terrorisme et comment il faut prendre la question. Mais ce sera évidemment très court parce que tout le monde en a une idée maintenant assez précise. Alors, je vous rappelle que sont considérés ici les actes terroristes comme étant des actes violents, très violents même, destinés à faire peur à la population, voire à la terroriser, afin de changer un ordre existant, faire bouger le gouvernement pour qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, et ceci au nom d'une idée supérieure à, on pourrait dire, la personne qui exécute l'acte. Ajoutons, et j'y reviendrai bien sûr, qu'il s'agit en grande partie d'un acte de communication. La base du terrorisme, c'est de tuer peu de gens pour en effrayer beaucoup, et ça on le sait depuis Sun Tzu, ce que les Anglais disent très bien, « kill one, frighten thousand ». Et c'est le contraire, pourrait-on dire, du crime organisé, pensez au trafic de drogue, etc., qui tue énormément de monde, mais sans bruit. Et donc, l'acte de terrorisme est aussi un acte de communication, et la réponse qu'il faut lui apporter pose aussi un problème de communication à l'État, donc au gouvernement. Voilà le premier petit rappel. Deuxième tout petit rappel. Dire d'un acte que c'est un acte terroriste, c'est porter un jugement de valeur politique sur cet acte. L'acte est neutre en soi, pourrait-on dire, et c'est le jugement, l'appréciation politique que vous portez qui vous permet de dire que c'est un acte de résistance, par exemple, ou un acte de terrorisme. Et évidemment, ce qui est résistance pour l'un et terrorisme pour l'autre, et vice-versa, et qui tranche au bout du compte si c'est de la résistance ou du terrorisme, c'est l'histoire qui le montre. Et il n'y a pas d'autre juge. Et on pourrait dire, pour reprendre une formule connue, que le terroriste, c'est un résistant qui a échoué et que le résistant, c'est un terroriste qui a réussi. Mais vous voyez à travers cela qu'il ne peut pas y avoir de définition universelle du terrorisme, par sa nature même, car le terrorisme, lorsqu'on qualifie un acte, c'est porter dessus un jugement politique dévalorisant, et le juge, surtout le juge international, ne peut jamais se permettre cela. D'où le fait que malgré 6 tentatives aux Nations Unies, il n'y a pas de définition universellement acceptée du terrorisme. En fait, c'est impossible par la nature même de ce mot, qui est un mot de dévalorisation qui appartient aux politiques. Donc voilà ces petits rappels. J'en viens maintenant un peu au cœur du sujet. Et qu'est-ce qui fait la modernité du terrorisme? En quoi ce terrorisme est-il de nature différente de celle d'avant? Eh bien, la première chose qu'il faut voir, c'est que les causes du terrorisme jusqu'à une époque récente étaient relativement simples et bien identifiées. Un terrorisme pour récupérer sa terre, pour devenir politiquement autonome, pour mener tel ou tel combat localisé, précis, bien défini. Aujourd'hui, ça a changé. Les causes des terrorismes sont à la fois globales et locales. Et c'est une difficulté qui est liée, en fait, à ce que la globalisation, la mondialisation, a mélangé différents échelons de causalité dans l'économie légale, dans la politique normale et aussi dans le terrorisme. Si nous faisions ici le test de savoir qu'est-ce que vous considérez comme étant la cause principale du terrorisme d'aujourd'hui, du terrorisme islamiste pour aller vite, pardon de l'amalgame, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, on n'a pas le temps de faire le test, mais certains diront que c'est un refus de la mondialisation,
d'autres que c'est une bataille religieuse, les troisièmes que c'est parce qu'il n'y a plus d'ascenseur social dans les cités, un quatrième que c'est pour des raisons psychologiques de perte de sens, de volonté de faire de l'action, etc. En fait, vous avez tout un ensemble de causes. Et il faut aujourd'hui arriver à déterminer une espèce de méthode pour y voir clair dans ces causalités du terrorisme. Alors, il y a plein de méthodes. Je vous en propose une très très rapidement pour qu'on fonctionne tous ensemble jusqu'à la fin de la conférence, qui est celle de l'emboîtement en poupée russe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il vous faut partir de la cause la plus globale pour aller vers la cause la plus locale et individuelle. En gros, si on prend le terrorisme islamiste, eh bien, vous partez d'un refus de la mondialisation comme étant une occidentalisation, voire une américanisation du monde, les errements de la gouvernance mondiale, ce genre de choses, et le marché qui a tout envahi. Et puis vous passez à l'échelon régional, le Moyen-Orient, l'Europe, etc. Au Moyen-Orient, la question des interventions occidentales, l'échec relatif des printemps arabes, des sociétés qui sont figées parce que leurs dirigeants ne veulent pas bouger, etc. Ensuite, vous passez au niveau national. Si vous prenez la France, les coups portés à la laïcité, l'absence de capacité à avoir un projet mobilisateur pour l'ensemble de la population. Puis vous descendez au niveau de la cité, et donc l'économie grise, les zones défavorisées, les écosystèmes djihadistes qui se mettent en place parce que, issus de la délinquance, avec ce modèle du délinquant qui se radicalise, entre guillemets, à la Mohamed Merah ou à la Kelkal. Et puis, vous finissez à l'échelon individuel. La psychologie de l'individu qui, plongé dans ce monde, eh bien, va avoir ses propres psychoses, sa propre envie de sens, sa propre envie d'action, etc., etc. Donc, vous voyez que vous passez de l'un à l'autre. Et qu'en plus, c'est systémique, c'est-à-dire que chaque niveau interpelle les autres pour arriver à définir une ligne d'action. Donc c'est un des éléments essentiels de la modernité du terrorisme d'aujourd'hui. Deuxième élément de modernité, la question de la territorialité. Autant jusqu'à une période récente, le terrorisme a une nature territoriale, il est ancré dans quelque chose, autant aujourd'hui il l'est, mais dans tellement d'endroits différents qu'au fond, le rapport au territoire change complètement. Pour aller vite, parce que Hugo en parlera 10 fois mieux que moi, la force quelque part de Daesh aura été d'essayer pour la première fois de territorialiser un califat islamique tout en déterritorialisant le terrorisme, ce qui est aussi un élément essentiel de la modernité. Cette déterritorialisation, elle est liée aussi aux facilités de communication et de capacité à travailler grâce à Internet entre endroits éloignés dans le monde. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Internet pour que les djihadistes communiquent entre eux, travaillent sur leurs objectifs, sur l'idéologie, sur la logistique, eh bien, on serait dans un terrorisme de nature ancienne, entre guillemets. Les Afghans, le GIA, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça a changé profondément de nature. Enfin, un lien fort avec la mondialisation. Il y a beaucoup de terrorisme possible, à connotation politique, religieuse, idéologique, etc. Qu'est-ce qui relie tout ça? Quel est le facteur commun de tous les terrorismes au niveau de celui qui passe à l'acte? Il y en a un seul, la frustration. Celui qui passe à l'acte, qui est prêt à tuer pour une cause, pour lui-même, pour ses fantasmes, pour tout ce qui est, il est dans un système où la frustration est telle qu'il ne voit pas d'autre solution que de passer à l'acte. Et la frustration, c'est, on pourrait dire, le grisou. Et puis il y a l'étincelle, le sentiment de l'urgence, l'idée que c'est maintenant qu'il faut passer à l'acte. Et ça, vous le retrouvez dans absolument tous les terrorismes, quels qu'ils soient. La question de la frustration est fondamentale parce qu'elle va nous éclairer sur les terrorismes du futur pour aller vite, mais ce n'est pas une conclusion, mais c'est l'introduction presque de la deuxième partie. Si vous voulez connaître les terrorismes du futur, regardez donc quelles seront les frustrations du futur.
Et vous verrez ce qui déclenche à ce moment-là des violences susceptibles d'entraîner ceci. Enfin, un dernier mot en forme de transition. Sommes-nous en guerre ou pas? Question fondamentale. Lorsque François Hollande vient devant le Congrès, réuni à Versailles, il démarre son discours en disant « La France est en guerre ». Et instantanément, tout le monde sent bien devant son poste de télévision que ce n'est pas la guerre telle que l'histoire de France nous l'a apprise. Donc il faut ajouter tout de suite « c'est une guerre d'un genre différent ». Ou bien alors, c'est quelque chose, on n'a pas de mots pour le dire dans le vocabulaire, mais on essaye de se raccrocher à un concept de guerre qui est connu. À noter qu'au passage, d'autres pays qui ont subi les mêmes violences n'utilisent pas ce vocable. Or, très vite, il faut décliner c'est quoi cette guerre, et là, on s'aperçoit très vite qu'au fond, nous avons à lutter contre 3 niveaux d'adversité. D'abord, une idéologie, djihadiste, radicale, islamiste, tout ce que vous voulez, qui pose un vrai problème parce qu'elle veut, quelque part, la destruction d'un modèle de société, le nôtre. Ensuite, des organisations terroristes de type Al-Qaïda et Daesh, et maintenant leurs épigones, puisque, comme on le verra, eh bien, il y a à peu près 500 organisations éparpillées aujourd'hui du même genre. Et enfin, les terroristes chez nous, qui relèvent du registre du criminel. Et vous voyez que ces 3 niveaux ne se tapent pas, pourrait-on dire, on ne se bat pas contre ça de la même façon. On ne vainc pas une idéologie à coups de canon. Okay, et on ne tape pas les terroristes chez nous avec l'armée. Donc, vous voyez qu'il y a, en même temps qu'on arrive à distinguer les niveaux d'adversité, on arrive aussi à distinguer les modes de lutte. Et sur ceci qui sert de transition, je passe la parole à Hugo. Vous le savez, la dernière poche de l'EI, de Daesh, a été reprise par les Kurdes officiellement. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé ce matin. Donc on est dans une actualité très importante, avec notamment la question qui est sur toutes les lèvres des revenants et donc de l'avenir de ces militants qui se sont investis pendant des années dans un projet au Levant et qui désormais posent la question de leur éventuel retour en France. Avant ça, je tiens à remercier le docteur Pierre Verluys pour son invitation. C'est ma première fois en Sorbonne. Je suis à vrai dire assez ému, comme souvent les premières fois. J'espère ne pas être trop maladroit, d'autant plus avec un sujet aussi important que l'avenir du terrorisme et plus particulièrement du djihadisme. Quelques mots de précision sur ce que peut être le futur du terrorisme. Puisque, avant de parler de l'avenir, il nous a semblé important avec M. Danon et M. Verluys de savoir déjà où est-ce qu'on en est. Et je crois que c'est le point, la porte d'entrée principale avant de se projeter dans l'avenir. Il convient déjà savoir de où est-ce qu'on se trouve. Et en matière de djihadisme, et plus particulièrement de djihadisme européen, force est de constater qu'on a beaucoup de mal à dire où on en est, et on a même beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé, notamment ces dernières années, à travers la campagne de terreur et d'attentats de Daesh en Europe. Est-ce que les éléments d'explication des 2000 Français qui sont partis entre 2012 et 2018 pour rejoindre le Levant ont été posés? Je n'en suis pas certain. Est-ce que les éléments d'explication permettant de comprendre comment certains de ces Français sont revenus commettre des attentats d'une violence extrême, est-ce qu'on en dispose à l'heure actuelle dans le débat public? Je n'en suis pas certain. Et ça, ce premier raisonnement, ce premier questionnement est à l'origine de mon travail de thèse qui vient de se terminer puisque je rends ma thèse la semaine prochaine, et donc qui m'a amené à me poser la question de qu'est-ce qui relie à un moment donné une ville comme Lunel, petite ville de l'Hérault, majoritairement habillée par une petite classe moyenne, ville dortoir, à équidistance entre Nîmes et Montpellier. Qu'est-ce qui fait qu'à Lunel, on a 25 départs pour la Syrie, avec des individus parfois issus d'origine musulmane, mais parfois aussi issus d'origine de familles juives qui sont allés mourir à Deir ez-Zor. Qu'est-ce qui relie
Lunel à Raqqa. Ça, c'était la porte d'entrée de mes réflexions en 2014-2015, quand j'ai entrepris mon travail de terrain, qui m'a ensuite amené à rencontrer 80 djihadistes en détention, donc des revenants, mais aussi des Français arrêtés en cours parfois pour des tentatives d'attentats, parfois pour leur implication dans les réseaux djihadistes, et qui avaient une spécificité qui me semble importante à souligner, c'est qu'ils avaient quasiment tous mon âge, c'est-à-dire entre 25 et 30 ans, et même si j'ai l'air d'en avoir 45. Et donc c'est cet aspect qui m'a semblé être extrêmement important. Et donc pour faire sens de ça, il fallait en fait sortir de l'Europe, il fallait sortir de Daesh, et il fallait en fait regarder ce qu'était le djihadisme. Et là, on sort finalement de la dimension universaliste du terrorisme, dont la définition, comme l'a rappelé monsieur l'ambassadeur, est introuvable, pour rentrer sur les dynamiques propres à un phénomène qui est le phénomène djihadiste. Et ça, ces racines, elles sont identifiées. Les attentats de Charlie Hebdo, les attentats de Mohamed Merah, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur le bout du nez, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique propre, spécifique, dans une histoire propre, et ce que je vais évoquer ici, en 10 minutes, dans des territoires donnés. Cet élément est extrêmement important, puisque si on regarde d'où vient, où est-ce qu'est apparue la matrice contemporaine du djihadisme, eh bien on peut le dater et on peut le situer. C'est pendant la décennie des années 80, pendant la guerre d'Afghanistan, à la suite de l'invasion soviétique en pleine guerre froide, qui a amené les États-Unis pour infliger une sorte de Vietnam à l'envers à l'URSS, la guerre du Vietnam dont les États-Unis sortaient alors, et qui les a amenés à mobiliser tous les ennemis possibles, tous les combattants supplétifs pour lutter contre l'URSS en Afghanistan, pour les embourber. Et parmi eux, on trouve un certain nombre de volontaires issus de l'ensemble du monde arabe et musulman, et un certain nombre d'idéologues, comme un certain Abdallah Azzam, qui en prison est désigné par les jeunes que j'ai rencontrés comme Abu Jihad, le père du djihad, et qui va théoriser son parcours. Et c'est un ancien frère musulman, on dirait aujourd'hui radicalisé, palestinien, qui va théoriser ce qui va devenir la matrice contemporaine du djihad, qui va non seulement se porter et s'exprimer d'abord contre les soviétiques, les bots soviétiques impies qui foulent une terre d'islam qui est l'Afghanistan, mais qui très rapidement va créer des émules, dont un certain Oussama Ben Laden, et qui va être projeté à travers une organisation dans les années 90, Al-Qaïda, la base, qui va être projetée dans un combat universel contre les ennemis de l'islam, à commencer par les États-Unis, accusés de soutenir les régimes arabes qui refusent d'appliquer l'islam que les djihadistes considèrent comme le seul véridique. Cette dimension-là est très mal comprise, puisque finalement, elle renvoie à un lointain, l'Afghanistan, elle renvoie à un contexte qui nous semble disparu, puisque l'URSS elle-même a disparu, et finalement, on en vient à penser que ça n'a absolument rien à voir avec Charlie Hebdo. Mais en faisant ça, en fait, on fait à peu près la même erreur que les stratèges américains qui, à Washington, en 89, au moment du retrait soviétique d'Afghanistan, qui est vaincu, ils se disent finalement, 89, ça va être aussi l'année de la chute du mur de Berlin, qui précède de 2 ans l'effondrement de l'URSS. Et finalement, tout ce qui s'est passé en Afghanistan eh bien, va s'arrêter là, puisque les causes mêmes de l'indignation, à savoir la présence soviétique, n'est plus. Les soviétiques sont entrés et l'URSS même s'est effondrée. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est passé, puisque à travers Ben Laden et Al-Qaïda, les braises mal éteintes du conflit afghan vont se disséminer sur d'autres territoires. C'est le djihad en Bosnie de la décennie 90, au sein duquel on voit les premiers djihadistes français participer. À l'époque, ils ne sont pas 2000, ils sont quelques dizaines. Le fameux gang de Roubaix, avec à l'époque Christophe Caz comme leader et Lionel Abou Hamza Dumont, un converti qui était étudiant, alors pas à la Sorbonne, mais à l'université de médecine de Lille. Donc le début d'un phénomène qu'on ne connaît aujourd'hui que trop bien, qui déjà prend forme. C'est aussi le djihad en Algérie, pendant la décennie noire, la décennie de guerre civile en Algérie, qui, vous savez, est à nouveau au cœur de l'actualité, avec les protestations extrêmement spectaculaires qui se produisent à l'heure actuelle en Algérie, et avec ce souvenir qui vient hanter d'une décennie de guerre civile qui n'est pas totalement réglée et qui pose tout un tas de questions à l'heure où Bouteflika a renoncé à un énième mandat. Donc, dans les décennies 90, on voit cette matrice djihadiste qui sort du creuset afghan pour prendre en Algérie, pour prendre en Bosnie, et on pourrait continuer en Tchétchénie, en Égypte avec les attentats de Luxor, etc., etc.
Ce qu'on a complètement raté, c'est le 11 septembre 2001. Alors, d'un point de vue des renseignements américains, c'est évident, mais très rapidement, la recherche s'est attelée à comprendre les conséquences politiques et géopolitiques du 11 septembre. Ce que la recherche n'a pas fait, c'est s'intéresser aux conséquences sociologiques du 11 septembre. Qu'est-ce que le 11 septembre a changé dans la mentalité de jeunes Français? Qu'est-ce que ce mouvement a eu de bascule? Et un élément qu'on a raté, c'est notamment l'évolution d'un autre courant qui n'est pas le djihadisme, mais d'une autre mouvance à l'intérieur de l'islamisme, qui est le salafisme, et qui va prendre son essor à partir du 11 septembre 2001. Et l'erreur qu'on ferait, c'est de ne pas comprendre ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années au niveau de ces dynamiques qui ne se sont pas produites partout en France et partout en Europe, mais bien dans des espaces donnés qui sont en grande partie les espaces qui vont être concernés par les départs pour la Syrie à partir de 2012. Donc on peut prendre un exemple très clair qui est d'actualité et qui est celui des frères Klein. Vous avez sans doute entendu parler d'eux, ils seraient tous les deux morts récemment, en tout cas c'est sûr pour Fabien Klein. Ils sont à l'origine de la revendication de Daesh le lendemain du 13 novembre des attentats de Paris. Ils sont également probablement très impliqués dans l'organisation de cet attentat. Mais en dehors de ça, et ils étaient des émirs reconnus de Daesh, ils faisaient partie des rares Français qui étaient des figures éminentes de Daesh, ce qui explique d'ailleurs leur jusqu'au-boutisme. Ils n'étaient par ailleurs pas seuls, puisqu'ils étaient partis en famille. J'ai rencontré la sœur des frères Klein. Ils étaient une trentaine de Klein sur place, avec des niveaux de respectabilité assez importants, ce qui renvoie à une dimension que vous évoquiez aussi, qui est l'engouement entre les pairs. Les frères Klein, en dehors de ça, c'est 20 ans d'activisme. Et ce qui est très très étonnant, c'est qu'après leur conversion à l'islam, ils sont une famille très catholique très fervente à l'origine, ils vont se rendre à Toulouse, ils vont identifier à Toulouse les éléments les plus radicaux de la mosquée Basso Combo, qui est dans le quartier du Mirail, le quartier très défavorisé du Mirail à Toulouse. Et à partir de là, ils vont, une dizaine d'entre eux, pas plus, la famille Klein et quelques individus autour, faire ce qu'on peut appeler du militantisme de base, du porte-à-porte. Ils viennent chercher des individus dans leur entourage en les incitant à venir à des prêches qu'ils organisent dans leurs appartements. Ils vont participer, ils vont monter des marchés ambulants dans lesquels ils vendent des petits artefacts islamiques qu'ils vont acheter à Molenbeek, déjà, qu'ils ont identifié comme une zone extrêmement conservatrice. Ils vont se mettre à pratiquer des activités sportives pour rentrer avec la jeunesse du Mirail. Ils vont, au fur et à mesure, monter des structures de prédication qui vont devenir une sorte de machine de prédication qui va prendre forme au gré du développement de leur réseau. Et d'une dizaine, au début des années 2000 et juste après le 11 septembre 2001, ils sont à peu près 500, 10 ans plus tard. Et là, vous comprenez le changement d'échelle parce qu'ils étaient dénoncés en 2001 comme des clowns. Leur surnom qui leur était donné localement, c'était le clan des Belphégor, en référence au voile intégral que portaient les femmes du groupe. 10 ans plus tard, c'est eux qui imposent la norme à l'échelle de quelques barres d'immeubles, de quelques... Ce que je souligne à travers l'histoire des Klein, c'est d'une part la continuité de l'engagement djihadiste et non pas son côté éphémère, d'autre part sa territorialité. Les frères Klein, ils ont été opérants dans les quartiers du Mirail, un petit peu aux Izars, où ils vont rencontrer le groupe avec Saracine, ils vont monter le groupe qui va devenir celui de Mohamed Merah, premier djihadiste français à passer à l'acte directement dans l'Hexagone. Ils vont identifier Molenbeek comme un endroit où ils peuvent aller apprendre l'islamisme, ils peuvent aller s'éduquer sur la base des livrets des chers salafistes, ou en tout cas il y a des prêcheurs qui vont dans leur sens. Ils vont identifier au Caire des enclaves dans lesquelles ils vont se rendre, et petit à petit ils vont connecter différentes zones d'Europe, du Moyen-Orient. Ils vont se rendre en Syrie également, bien avant la guerre. Sabri Yessid et Thomas Barnoin, deux membres du groupe, vont tenter de participer au djihad en Irak au milieu des années 2000. Bref, il y a une continuité, à la fois en France, à la fois au Moyen-Orient, de ces territoires. Donc, si on regarde, pour conclure, si on se projette par rapport à ce qui s'est produit sur ces 5 dernières années, il y a des éléments très importants qui ressortent de ces quelques points que j'ai essayé de disséminer. Le premier, c'est qu'il serait faux de croire que le djihadisme peut toucher n'importe qui.
ça a été très à la mode et très commode dans le débat public d'avancer de telles opinions. On a souligné qu'effectivement, il y avait des gens de tous les profils, de tous les âges, etc. C'est en partie vrai, mais c'est vraiment raté l'essentiel. Il y a des zones, des territoires en France qui sont plus concernés que d'autres. Il y a 80 départs pour la Syrie, pour le djihad en Syrie, entre 2012 et 2017 à Trappes. Il n'y en a 0 à la Celle-Saint-Cloud, qui est voisine de 15 km. Alors, le deuxième raisonnement consiste à dire, oui, mais c'est parce que la Celle-Saint-Cloud, c'est plutôt habité, les résidents sont plutôt aisés, alors que Trappes, à l'inverse, c'est un ghetto. Ce deuxième point doit être complètement minoré parce que déjà, il est extrêmement dangereux. Il nous amènerait à superposer marginalisation et discrimination au djihadisme, donc ce qui vous signifierait qu'en fait, on a complètement accepté d'abandonner des parties entières du territoire. Et deuxièmement, ce qui est complètement faux, l'exemple très clair, c'est Marseille. Marseille, vous avez un des niveaux de marginalisation les plus élevés dans les quartiers nord, une ville complètement coupée en deux, ségrégée. Vous avez un article du Guardian dessus qui est très, très éloquent, qui est paru aujourd'hui. Vous avez donc une situation qui cumule les handicaps avec des cités où les résidents sont à majorité musulmans et vous n'avez aucun départ. On parle de 300 000 personnes. Vous n'avez aucun départ pour la Syrie. Alors d'aucuns disent que c'est parce qu'il y a les dealers républicains qui empêchent les jeunes de partir pour la Syrie parce que ça perturberait le business. C'est peut-être une hypothèse, elle n'est pas vérifiée à l'heure actuelle. Et je pense que c'est plutôt la complexité propre de Marseille. À l'inverse, Lunel, comme je le mentionnais, plutôt classe moyenne, petite classe moyenne, voire classe moyenne élevée, vous avez 25 départs. Et si vous voulez comprendre le décalage, c'est que Lunel s'explique en grande partie parce que les réseaux toulousains, dès 2006, ont commencé à se projeter, notamment à travers Thomas Barnoin, qui était un albigeois, et qui avait repéré que sa sœur vivant à Lunel, il y avait 2-3 individus avec qui vous ne pouvez pas. 10 ans plus tard, ça donne une zone de départ. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pays de l'Europe, et je garde le Royaume-Uni tant qu'ils ne sont pas sortis de l'Union européenne définitivement, l'Europe, l'UE 28, vous avez au moins un départ pour le djihad dans chacun de ces pays, mais vous en avez 80% qui se concentrent en Europe de l'Ouest. France, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, la petite Belgique avec 6 millions d'habitants, qui est par tête la plus représentée. Ce constat-là de diffusion du phénomène des départs pour la Syrie, mais de concentration effective en Europe de l'Ouest, c'est exactement la même chose qui se produit à l'échelle de tous les pays mentionnés. Si on prend la France, vous avez à peu près des départs dans à peu près tous les départements français, mais vous avez 15 à 20 zones qui clignotent en rouge. Et quand vous allez dans ces départements, vous allez vous rendre compte que c'est à l'échelle d'une ville, dans un quartier donné, à l'échelle du quartier donné, dans généralement un quartier donné, et dans ce quartier donné, souvent à l'échelle d'une barre d'immeubles, voire de quelques habitants là-dedans, qui, depuis 15 à 20 ans, développent. Donc on ne peut pas comprendre la situation toulousaine si on ne comprend pas qu'il y a des éléments du GIA qui s'y sont installés à la fin des années 90, après 10 ans de guerre civile en Algérie, où les djihadistes algériens étaient très actifs. On ne peut pas comprendre Molenbeek si on ne comprend pas la présence d'acteurs qui, depuis les années 90, travaillent le tissu social. Donc je m'arrête là pour simplement vous montrer que déjà les premiers éléments d'explication de la séquence de 2012 à 2015 nous amènent, 1, à une antériorité, 2, au rôle de certains acteurs qu'on n'avait pas identifiés comme forcément djihadistes. Donc le djihadisme, ce n'est pas que du terrorisme, c'est aussi, le terrorisme est un moyen, mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est d'élargir un maximum les gens et leurs projets politiques dont on va parler après. Et donc, de ce point de vue-là, certes, la séquence que l'on vient de traverser a été extrêmement violente et a conduit en partie à une situation une critique politiquement, mais en même temps, la violence de Daesh, la violence terroriste de Daesh, nous a permis aussi de gagner du temps parce qu'elle a signalé un phénomène qu'on avait en grande partie raté, qui était les conséquences, les sous-produits du 11 septembre 2001 en Europe. Je vous rends la parole, monsieur l'ambassadeur. Alors on passe à la deuxième partie, on change de casquette, on devient Madame Irma, la boule de cristal est là. Voilà. Et donc évidemment, on va le faire avec beaucoup d'humilité parce que se lancer dans cet exercice, nous sommes dans un monde imprévisible et instable. Alors même sur des événements bien calés, c'est difficile.
S'il y en a un qui peut me donner les résultats des élections européennes dans cette salle, c'est gentil. S'il y en a un qui peut me dire c'est quoi le Brexit dans 3 mois, c'est sympa. Et s'il y en a un qui peut me dire ce qu'est la Syrie dans 1 an, c'est merveilleux. Donc, le terrorisme, vous imaginez bien, c'est encore plus difficile. Donc, on y va avec les pincettes qui s'imposent. Voilà. Mais cela étant, il y a des pistes. Et c'est là-dessus, bien sûr, que nous devons travailler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terrorisme, si on revient à l'acte lui-même, c'est toujours quelque chose qui relève d'une frustration extrême et d'une violence contenue que l'on va mettre en route à travers une idée qui vous dépasse et qu'on va adopter comme prétexte à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer par rapport à l'avenir ? En fait, les promesses, pourrait-on dire, qui vont être déçues sont un élément essentiel. Je vous donne un exemple, valeur aujourd'hui. C'est quoi la promesse de la France ? C'est liberté, égalité, fraternité. Pour aller vite. Droit de l'homme, droit de ceci et droit d'aller prendre un café le soir comme on veut. Ce que Daesh a dénoncé, c'est exactement cela. C'est cette promesse-là, qui à leurs yeux est insupportable. Et donc, ils ont attaqué idéologiquement et dans les faits la France pour ce qu'elle est. Mais si vous regardez maintenant les vidéos et les traces audio de ceux qui sont passés à l'acte, pour eux, le problème, ce n'est pas la promesse de la France, c'est le fait que cette promesse n'a pas été tenue pour eux. Pour eux, pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité dans ce monde. Et vous voyez bien que vous aurez toujours quelque chose qui relève au niveau des organisations d'une attaque globale, idéologique, politique contre le gouvernement, mais que ce qui va faire passer à l'acte, c'est quelque chose de la promesse non tenue et de la frustration que l'on éprouve devant cela par rapport à soi-même. C'est donc là-dessus qu'il faut travailler. Et on peut prendre, alors, des pistes, j'en ai exactement 14. Alors, comme c'est long, je vais vous en garder 3, comme ça, qui me paraissent importantes. À partir de la même promesse, de façon à ce que ce soit plus fort, la question de la liberté chez nous. Est-ce que la frustration devant l'absence de liberté peut conduire à des actes de terrorisme ? Oui, comme on l'a vu dans du terrorisme politique habituel, et voire même dans une frustration de ne pas avoir de liberté. C'est quoi pour plus tard et quelles sont les formes d'enfermement que l'on peut imaginer qui pourraient conduire à de la violence ? Je vous propose, à long terme, ce que l'on pourrait appeler l'enfermement numérique. Le fait qu'un individu, de plus en plus, est surveillé, contrôlé, manipulé par un ensemble dont il ne peut plus se sortir réellement aujourd'hui, tant ces traces numériques sont partout. Et ceci, à 5 ans ou à 10 ans, si l'on rajoute la question de l'intelligence artificielle et de l'incroyable capacité que cela va donner à manipuler les gens, et donc à se sentir, au fond, incapable de sortir de cette nasse numérique, je pense que si ce n'est pas bien géré, cela peut conduire certains libertariens ou libertaires à essayer de cogner contre ce système qui sera devenu, à bien des égards, inacceptable. L'histoire a été écrite par 1984 et c'est le côté Big Brother, mais vous avez aujourd'hui des cinéastes qui sont toujours un peu en avance du temps, Spielberg pour ne pas le citer, dans Ready Player One, qui montrent au fond à quel moment un individu ne peut plus supporter d'être placé dans un environnement qui le manipule totalement et qui l'enferme dans tous ses actes et qui le surveille, car la mondialisation, parce qu'elle a été conduite par le marché et pas par le droit, a conduit évidemment à isoler l'individu en tant que consommateur et à essayer de le défaire de son groupe. Et donc, à partir de ce moment-là, la manipulation peut commencer de cette personne livrée à elle-même, pourrait-on dire,
dans la liberté qu'on lui a promis, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, et en réalité, il ne peut rien faire de réellement libre. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura des mouvements qui vont se passer à l'action violente. Ça peut être d'aller faire sauter les ordinateurs du cloud, ça peut être de saboter la machine, ça peut être de s'isoler, ça peut être de retourner la violence contre soi-même, ce qui n'est pas un acte de terrorisme. Enfin, on voit bien que parfois, des jeunes harcelés sur Internet finissent par se suicider. Et donc, il y a toute une violence qui est générée par le système des data et le big data, et le fait qu'à partir du moment où, dans 4-5 ans, l'enfant qui naît va avoir son génome décrypté parce que ça ne vaudra pas cher, que ce sera sa vraie carte d'identité et que dès la première visite médicale, il va y avoir des datas autour de cette identité et qu'au bout de quelques années, il va avoir un avatar numérique qui permettra de le connaître encore mieux qu'il ne se connaît lui-même, les processus de manipulation deviennent énormes. Sans compter derrière cela des projets politiques autour du numérique, comme le projet politique de Google autour de l'homme augmenté, etc. Et je vous passe l'Internet des objets et ce genre de choses. Voilà un premier champ autour de la question de la liberté, et de la vraie liberté, pourrait-on dire, qui me paraît important pour les années qui viennent. Prenons la question de l'égalité, qui est quand même un des paradigmes français les plus forts. La mondialisation, encore une fois parce qu'elle a été conduite par le marché, a sans doute permis, d'abord elle a plein d'effets positifs, mais elle a fait reculer la pauvreté, surtout avec la Chine et l'Inde, mais elle a augmenté les inégalités. Et donc lentement, bien sûr, le pouvoir d'achat, le revenu global augmente. En revanche, les inégalités augmentent en même temps. Et il semblerait que, je ne sais plus, 80 personnes possèdent la moitié enfin l'équivalent de ce que possède la moitié de la planète, je ne sais pas. Mais enfin, on voit bien que ça augmente en permanence. Jusqu'à quand, pourrait-on dire? Alors on peut imaginer que ceci conduise à des violences lourdes. Beaucoup pensent que les guerres du XXe siècle ont été des guerres de nature idéologique, fascisme, communisme, tout ce que vous voulez, et que le XXIe siècle désidéologisé va conduire à des guerres des pauvres contre les riches. Si les inégalités progressent, on va vers des affrontements majeurs, dont on voit bien d'ailleurs quelques petits éléments en France le samedi après-midi, ce qui est quand même un élément de cette nature. C'est au fond le refus de l'inégalité. Et c'est là que vous voyez que la canalisation de la frustration est absolument fondamentale. Les gilets jaunes, ce n'est pas ma tasse de thé, mais si vous ne les avez pas, probablement les individus qui ne peuvent pas exprimer cette frustration, cette violence devant les inégalités sociales, économiques, etc., seraient beaucoup plus enclins, pour certains d'entre eux, une petite frange, à passer à l'acte terroriste de façon violente. La question, on en reviendra là-dessus, de la manière dont on peut prévenir ce type de violence, le débat, etc., c'est-à-dire l'expression de cette violence de façon canalisée, on va y revenir à la fin. Et voilà quelque chose autour de l'égalité qui paraît important, car le monde tel qu'il va aujourd'hui, contrairement à tout ce qui s'était passé depuis la Révolution finalement et surtout l'ère industrielle, eh bien, on est en train de repartir depuis les années 80 dans une direction inverse, vers l'inégalité. Troisième élément, la fraternité. Les exemples sont nombreux, mais je voudrais prendre pour moi celui qui est le plus probable, qui est la question environnementale ou écologique. Au fond, la question la plus grave, je dirais, pour notre avenir commun, c'est celle de l'avenir de la planète en tant que système environnemental. Je ne vous fais pas un dessin, tout le monde est bien au courant, ça se dégrade de plus en plus, et donc on voit de plus en plus de gens qui se sentent concernés, partout dans le monde, bien entendu, à des degrés divers, avec beaucoup de retard, mais je pense personnellement que la prise de conscience est irrémédiable et irréversible, et qu'on va vers une nouvelle époque qu'on pourrait appeler une écologisation du monde, comme il y a eu une phase immense d'industrialisation du monde. Et là-dedans, vous mettez le modèle de croissance, la démographie, etc., etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, si c'est mal canalisé, vous aurez des réactions de frustration fortes devant l'absence d'action
des États ou d'un trop d'action qui va dans le mauvais sens. On voit là aussi, comme les Gilets jaunes par rapport à l'égalité, on voit chez certains véganes un peu extrémistes, il paraît qu'il y a eu des attaques contre des boucheries, etc. On commence à voir des choses de nature individuelle assez violentes qui peuvent se développer si ça n'est pas pris en charge par le corps social et pas traité en tant que tel. Et autour de l'environnement, on voit les premières manifs, par exemple en France, vendredi dernier, au niveau des étudiants et des lycéens, et puis samedi un peu plus. Si ça n'est pas bien pris en charge, c'est-à-dire si les États ne réagissent pas, non pas seulement en écoutant, mais en agissant en fonction de cela, alors très probablement vous aurez un écoterrorisme dans les années qui viennent. Donc voilà, autour de promesses, pourrait-on dire, qui sont autant de slogans, mais qui font partie de l'imaginaire collectif, des lieux de frustration possibles pour le futur. Il y en a bien d'autres, autour de la question de la dignité, de la prise en charge, de la considération qu'il faut porter à l'individu, car plus vous atomisez la société, plus l'individu est monté en épingle par rapport au groupe, pour des raisons essentiellement marchandes, plus l'absence de prise en considération de l'individu devient une frustration pour celui-ci et qui se met à réclamer plus de dignité, de prise en compte de lui-même, etc., etc. Autour de cela se joue véritablement un modèle démocratique et la question de la prévention, c'est la façon dont finalement l'État est susceptible de gérer cette violence. Et donc il y a à travers ces questions de gestion de la violence de l'État, quelque chose qui se joue de l'avenir de notre propre démocratie, sachant qu'elles sont de plus en plus de nature émotionnelle et que malheureusement, et on le voit bien dans toutes les crises que nous traversons, la raison semble de plus en plus incapable de faire prévaloir la raison. Je vous remercie. Revenir sur quel est l'avenir du djihadisme. Et donc, dans la continuité du propos précédent, où en est-on aujourd'hui pour pouvoir se projeter dans l'avenir? Et donc, le premier élément, c'est déjà de comprendre que Daesh, en tant qu'organisation, est extrêmement discrédité, y compris dans les milieux djihadistes, et deux, a échoué dans son projet politique qui était d'établir un soi-disant califat au Levant. Ça va de soi, ça va sans le dire, mais en réalité, ça va mieux quand même en le disant. Parce que quand on réfléchit à Daesh, on n'arrive pas à comprendre que depuis 2016, cette organisation est dans un déclin accéléré qui vient de se manifester par la reprise des Kurdes à Baghouz. Et l'effondrement de ce territoire levantin est absolument capital, puisque du coup, il pousse sur la route les vélitaires, même les plus jusqu'au-boutistes, sur la route du retour, les vélitaires, même les plus jusqu'au-boutistes. Du coup, ça déplace un foyer de djihadistes du Levant, à nouveau vers l'Europe, et plus particulièrement vers les prisons européennes. Alors, pour comprendre comment on en arrive, en fait, comment on passe du 13 novembre 2015, et donc de l'attentat le plus spectaculaire djihadiste depuis probablement le 11 septembre 2001, à cette situation qui se pose avec les mêmes individus qui, le 13 novembre 2015 au soir, faisaient des you-you dans les camps djihadistes au Levant et qui désormais expliquent devant les caméras de télévision qu'ils veulent absolument rentrer en France et bénéficier de la protection consulaire. Comment on passe de l'un à l'autre? Ça se rappelle finalement qu'ils sont français. Après avoir désavoué, c'est le terme qu'ils utilisent en arabe, bara'a, le désaveu de leur identité française et mécréante. Eh bien, pour comprendre ce passage de l'un à l'autre, déjà, il faut voir l'échec de l'économie politique du djihadisme. Et ça, c'est tout à fait indépendant des frappes de la coalition française en Syrie et en Irak. C'est-à-dire que le modèle djihadiste prôné par Daesh en tant que tel n'était pas pérenne, il n'était pas durable. Et ça, j'en ai eu un premier sentiment 4 jours pardon, après le 13 novembre 2015, le 17 novembre 2015, quand je me suis rendu en prison, en détention, à la maison d'arrêt d'Ony, dans le Val d'Oise, pas très loin d'ici.
pour rencontrer ce que la pénitentiaire appelait un groupe mixte. Moi, groupe mixte, je ne savais pas ce que c'était. Donc, dans ce cas-là, pour la pénitentiaire, ce n'est pas homme-femme, hein, c'est moitié Daesh, moitié Al-Qaïda. Donc, je me retrouve devant un groupe de 12 individus, groupe mixte, qui était donc 12 individus extrêmement... c'est le double de ma taille à peu près, surtestostéroné parce qu'en prison, l'activité principale sur les rares heures d'air frais, c'est évidemment le sport et souvent la musculation. Et donc là, ils étaient très détendus parce qu'ils avaient fait beaucoup de sport. Et du coup, j'intervenais pendant 3 heures, un peu comme ça, mais c'était moins nombreux, sur des chaises d'écoliers dans une cellule d'à peu près 15 mètres carrés, sur la géopolitique de la crise syrienne. Et donc, c'était un moyen d'échanger, de comprendre avec eux comment les choses se passaient. Et on était évidemment 4 jours après les attentats du 13 novembre, à un moment où, à Baoud, le cerveau des attentats n'est toujours pas arrêté, il est encore en fuite. Donc, si vous voulez, la période d'attentat n'est pas close, en quelque sorte. Et donc, j'en discutais avec certains acteurs. Et donc, en lançant le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez des attentats qui viennent de se perpétrer, je m'attendais à 9 sur 10 qui applaudissent des deux mains en disant « bien fait ». Comme on entendait après les attentats de Charlie Hebdo, à peu près partout dans les prisons franciliennes. Là, à ma grande surprise, le ratio est complètement inverse, c'est-à-dire qu'il y en a, sur les 12, il y en a 9 qui spontanément prennent la parole en disant « mais c'est une connerie, en fait ». Et 3 qui défendent la chose. Alors, on pourrait tout de suite dire, oui, ils vous manipulez, etc., le petit chercheur qui arrive en prison, etc. C'est possible, sauf qu'en réalité, le débat est devenu extrêmement doctrinal et qu'ils en ont discuté entre eux de façon extrêmement intense. Et j'ai compris par la nature des arguments mobilisés qu'en fait, c'était probablement pas de la manipulation, mais une querelle interne qui était en train de voir le jour sous mes yeux, à savoir que le premier à prendre la parole dit « mais c'est ridicule de faire des attentats pareils, ça nous discrédite parce que moi, j'avais mon cousin au Stade de France qui était allé voir le match France-Allemagne. Donc, précise-t-il, qui veulent-ils tuer s'ils veulent tuer mon cousin ? Un autre individu précise que sa cousine vivait dans le 11e arrondissement, comme la cousine de Lassana Diarra, un joueur de l'équipe de France qui était militant dans une association musulmane et qu'il présentait comme une très bonne musulmane, selon ses termes, qui elle aussi était morte sous les balles d'un des membres du commando du 13 novembre. Donc ce qui était en fait en train de prendre forme, c'était que des militants qui se présentaient comme djihadistes et qui ne reniaient rien du tout, expliquaient qu'une opération de Daesh avait échoué parce qu'elle avait visé ceux-là même qu'ils cherchaient à convaincre, ceux-là même qui, en principe, devaient basculer dans leur sens, selon leur logique des choses. Et donc, de ce point de vue-là, le 13 novembre était une erreur pour non seulement les membres d'Al-Qaïda qui s'opposent au procédé de Daesh dans le petit monde djihadiste, mais aussi pour des fervents partisans de l'EI qui considéraient que ça allait être un point de non-retour parce qu'à partir du moment où l'action terroriste ne porte qu'auprès des plus convaincus, et bien finalement, elle est condamnée par la logique même des choses à s'éteindre, puisque les plus convaincus soit finissent morts, soit finissent par être incarcérés, soit finissent par être discrédités à tel point par le groupe qu'ils sont dans leur logique sectaire et finissent par disparaître. Et cette logique, on la retrouve avec les attentats de Nice du 14 juillet 2016. On la retrouve à travers toute la série d'attentats qui va être perpétrée par Rachid Kassem, qui téléguide depuis Raqqa des opérations en France à l'été 2016. C'est-à-dire que les individus, finalement, les djihadistes se retrouvent dans un tel besoin de visibilité parce qu'ils sont en train de perdre beaucoup de territoire au Levant qu'ils multiplient les attaques et pour maintenir comme un camé qui aurait besoin d'une dose supérieure, si vous voulez, de drogue pour avoir le même niveau de défonce, eh bien, ils sont obligés de monter d'un cran dans l'horreur et donc de parler toujours plus aux convaincus. Et les attentats de Nice, c'est très clair. Sur les 85 personnes fauchées sur la promenade des Anglais, il ne s'agit pas de faire un décompte macabre, évidemment, mais vous en avez 35 dont les noms sont à connotation d'ascendance arabe ou musulmane. Et ça, c'est quelque chose dont les djihadistes eux-mêmes se fichent. Moi, un jeune que j'ai vu juste après me disait « c'est pas grave, Dieu reconnaîtra les siens ». Enfin, il ne l'a pas tourné comme ça, mais il a repris la phrase du pape au moment des croisades contre les Cathares en disant de toute façon, c'est Dieu qui jugera s'ils ont le droit au paradis ou non en fonction de leurs actes. Bon, quand la plus jeune victime s'appelle Yacine et qu'il a 4 ans, on peut peut-être se demander si on peut se poser la question déjà s'il est ou non un bon musulman. Voilà. Mais dans sa logique, c'était finalement pas grave, et donc on voit bien que cette logique finalement est extrêmement destructrice. Et donc,
non seulement l'EI a été ému, et l'autre aspect extrêmement important, pardonnez-moi, du 13 novembre, c'est effectivement la réaction qui va accélérer la chute de l'EI au Levant, à savoir que le 13 novembre produit un miracle dans la politique internationale qu'on aimerait parfois voir se produire sur d'autres sujets, notamment le réchauffement climatique, qui est en 24 heures d'aligner les positions russes, américaines et françaises sur la nécessité d'une action conjointe militaire en Syrie. Et c'est effectivement ça qui va accélérer finalement la chute de l'entité territoriale de Daesh. Donc ça, c'est ce qui a conduit à la situation actuelle d'aujourd'hui même de Baghouz. Mais ce qu'il faut comprendre quand on parle de futur, d'avenir du djihadisme, c'est que la plupart des djihadistes, notamment incarcérés, et notamment ceux qui sont rentrés avant, en 2015-2017, ont parfaitement conscience de cette situation. Donc maintenant se pose à nous la situation suivante. Soit on considère que l'EI a disparu, et donc que le djihadisme a disparu, et on s'arrête là, et donc on devra faire face à de nouvelles conséquences qui vont nous tomber sur le bout du nez, et on pourra effectivement dire finalement c'est le djihadisme qui ressort de sa boîte parce que les discriminations sont trop élevées, parce que la nouvelle cause c'est, que sais-je, un nouveau conflit au Moyen-Orient, ou bien en fait on comprend que ces acteurs sont doués de raison et qu'ils sont en train de réfléchir de la même façon. Et j'étais très frappé de voir, en discutant avec certains d'entre eux en détention, comment, dès l'été 2016, des fervents partisans de l'EI, qui étaient encore en lien avec des individus sur place en Syrie, puisque vous savez qu'en prison, le téléphone permet de rentrer en contact maintenant avec n'importe qui. Ce n'est pas un milieu clos, la prison, contrairement à ce qui serait facile de croire. Et qu'ils étaient prêts à dire, finalement, l'EI, c'était, comme l'un d'entre eux l'a dit, une version bêta. La version bêta en informatique, c'est la dernière version avant commercialisation. D'accord ? Donc, on s'est raté, on a vu les bugs, on a vu les défauts de la machine. Maintenant, il faut mieux faire. Cette réflexion se joint à beaucoup d'autres, d'individus qui sont condamnés entre 5 ans et 15 ans. Donc, la question des revenants, elle est fondamentale. Mais la question des sortants de prison aussi. Parce que, du point de vue de la société, et ça, c'est une erreur. Qui nous vient notamment de Michel Foucault, que je n'ai pas la possibilité de détailler ici. Mais qui consiste à croire que la prison est un monde fermé, parfaitement inégal, où le détenu est complètement soumis au bon vouloir de l'administration pénitentiaire. La réalité est un petit peu plus complexe que ça, notamment parce que les détentions ne sont pas des vases clos, les individus sont en lien très facilement avec l'extérieur, et que les détentions sont composées de tout un tas de systèmes de rapports de force entre les détenus, les surveillants, qui créent des équilibres ou des déséquilibres. Et quand vous ajoutez un groupe comme les djihadistes, qui sont passés de quelques dizaines d'entre eux dans les détentions franciliennes en 2014 à plus de 500 aujourd'hui dans les mêmes détentions franciliennes, où le public majoritaire est ultra vulnérable à leur propagande, où vous avez des gens qui sont surexposés à la récidive, qui ont une certaine pratique des activités criminelles que vous mettez au contact de ces individus. Eh bien, ça crée des scénarios que je n'ai pas besoin de vous préciser pour vous montrer qu'ils sont problématiques. Et donc, la prison, contrairement à ce que croit la société, ce n'est pas un endroit où, en fait, les individus sont jetés dans un puits. Et finalement ressortent au bout de 15 ans. Ils continuent de vivre, ils continuent de réfléchir, ils s'instruisent. On voit des recruteurs djihadistes qui passent des concours des examens de psychologie. Et qui finissent licenciés en psychologie. Vous en avez d'autres qui n'ont pas le BEPC et qui pourtant s'expriment mieux que certains élèves que j'ai à Sciences Po, parce qu'ils ont lu pendant des années tout un tas de bouquins qui leur ont permis de structurer leur pensée. Bref, à bien des égards, l'université, du djihad et la prison. Et si vous voulez comprendre ce qui s'est passé sur les 15 dernières années entre 2001 et 2016, eh bien, vous allez voir qu'une bonne partie de la réforme idéologique du djihadisme français s'est portée en prison. Les frères Klein, lorsqu'ils sont rentrés en prison, lorsque Fabien Klein est rentré en prison, il a continué exactement les mêmes activités qu'il faisait à Toulouse. Elles étaient non violentes, c'était du prosélytisme pur, qui est passé complètement sous les radars parce qu'il aidait les surveillants des coursives à maintenir le calme. Et comme la règle d'or dans les prisons françaises, c'est le maintien du calme en détention, Fabien Klein était perçu comme un détenu positif parce qu'il disait « tu parles mal au surveillant, tais-toi, à l'autre détenu, il faut respecter l'autorité du surveillant ». Seulement, à côté de ça, c'est lui, il était exorciste, il s'était établi comme un référent religieux pour le petit groupe de radicalisés. Il montait une association, par ailleurs, loi 1900 à l'extérieur, qui rentrait en contact avec tous les écrous terroristes et il avait compris que la prison était l'espace central de la mouvance à partir duquel une association pouvait recenser tous les djihadistes, non seulement de Toulouse, mais aussi de Lille, de Nice, etc. Et en gros, faire advenir un réseau beaucoup plus large à l'échelle nationale. Ça, il l'a compris en détention. Et donc, à l'heure actuelle, on a complètement changé d'échelle. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, parce que ce qui se passe en France se passe aussi au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne,
et dans une certaine mesure aux Pays-Bas, pour la première fois, on a les administrations pénitentiaires qui sont les parents pauvres des administrations de ces pays-là, qui n'ont pas vu monter ces changements, ces réformes idéologiques, qui ne les ont pas perçus sur ces 15 dernières années, qui se retrouvent à gérer un nombre jamais atteint d'individus, sans être forcément outillés. Alors il y a tout un tas de mécanismes, on pourra en parler dans les questions, qui ont été mis en place, les unités dédiées, etc. Mais qui se retrouvent à gérer ce que la société n'a pas réussi à gérer, donc en bout de processus, des individus très peu réadaptables et avec le point d'interrogation de l'après. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe, je maintiens qu'il faut déjà comprendre ce qui s'est passé et on manque de recherche sur le sujet. Le travail, en grande partie, n'a pas été fait et c'est pas normal qu'un doctorant en 2019, vous dise ça, parce que je suis encore bloqué à la rédaction, qui c'est pour moi 2018. Je sors d'hibernation. Hein, là, c'est pas normal qu'un doctorant en 2019 ait besoin de préciser que le constat n'a pas été fait. Enfin, peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais dans beaucoup de cas, on constate qu'on a ce manque de connaissances et qu'ils nous connaissent mieux que nous les connaissons. Et donc, on est en train de rattraper ce retard, mais eux continuent d'avancer. Donc, pour comprendre comment on peut répondre aux défis à venir, eh bien, il va falloir comprendre que la solution n'est pas que sécuritaire, elle ne passe pas que par le renseignement, elle passe par la connaissance de ces individus, par la connaissance des évolutions de la société, et notamment des 15-20 territoires qui ont été particulièrement concernés par ces départs. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment ça évolue? Quelle est la relation entre le djihadisme et les autres formes de militantisme islamiste que sont les frères musulmans, les djihadistes? On voit à Molenbeek que tout ça est très, très imbriqué. Voilà. Je m'arrête ici simplement pour vous dire que la bonne nouvelle, le retard est en train d'être rattrapé et finalement la violence de Daesh a permis une prise de conscience à peu près à tous les niveaux dans la société française. Il convient de ne pas s'arrêter en cours de route et de comprendre qu'on parle de dynamique qui se structure plutôt sur 15-25 ans que sur 6 mois à 1 an. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Sur la question du nihilisme, oui, au niveau individuel, même aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs du terrorisme sont animés par cela. Mais il faut bien voir que les organisations qui, idéologiquement, font la communication, le prosélytisme, etc., elles ont toujours un dessein politique très fort. Et donc, même dans l'écoterrorisme, on aura probablement une théorisation de ce que doit être la Terre et une volonté très forte, avec un vrai projet structuré d'arriver à tel ou tel aboutissement, et peut-être des individus qui se jetteront dans la bataille en dernière extrémité. La question du nihilisme au niveau collectif, alors ça, effectivement, qui intervient elle est extrêmement difficile. À titre personnel, je n'y crois pas, mais parce que je suis d'un optimisme tragique sur l'homme, mais l'idée que certains défenseurs de l'écologie finissent par dire « le problème sur la Terre, c'est l'homme, donc supprimons l'homme parce que comme ça la Terre ira mieux », je ne pense pas que ça puisse en réalité se structurer dans un projet collectif sans une résistance forte d'autres personnes qui ne seront pas d'accord avec cette approche. Mais c'est vrai qu'on aura probablement à l'avenir des théories de plus en plus radicales, c'est-à-dire que le terrorisme est d'abord le lieu d'un absolu, là où la politique est d'abord le lieu du compromis. Et que c'est dans cette opposition-là qu'on risque de voir des attitudes très, très fortes si une partie majoritaire de la population considère que les compromis qui sont faits ne sont pas les bons. Et c'est toute la problématique qu'on a évidemment aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler la trahison des élites. Au fond, vous avez des frustrations qui viennent de cette idée que le monde est gouverné par des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est-à-dire, entre autres, qui ne représentent plus, qui n'ont plus la légitimité, qui n'incarnent plus, etc., etc. Et donc la question de la vérité de ce qu'il faut faire pour que le groupe survive, aille mieux, etc., est la question centrale. Et puisque Hugo a cité Foucault, cette problématique de la vérité entre des dogmatiques radicaux et ceux qui essayent
d'avoir de l'esprit critique et de débattre, elle est fondamentale. Foucault disait « la politique, c'est la philosophie de la vérité », c'est-à-dire son interrogation permanente sur ce qui fait la vérité du groupe, bien entendu, et donc sa survie. Troisième question, parce que j'ai le micro, sur est-ce qu'il y a plus de terrorisme qu'auparavant et plus de frustration qu'auparavant ? Je pense que ce qui change, c'est que les sociétés occidentales, avec la mondialisation, sont devenues atomisées, c'est-à-dire que le marché a privilégié l'individu par rapport au groupe et que l'individu s'est retrouvé finalement dans un système dans lequel les ancrages familiaux, sociaux se sont défaits, la question des migrations et de l'homme nomade étant évidemment au cœur de cela, qu'il y a des remises en cause des structures les mieux établies et que la mondialisation comme laminoir culturel est un système qui défait les ancrages et les références culturelles les plus fortes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, vous avez des tensions et des frustrations autour de ça. Et on le voit bien aujourd'hui, en permanence, les gens qui ont été arrachés quelque part par ce système-là de leurs références culturelles et historiques les plus anciennes, sont en permanence à la recherche de nouveaux liens avec soit la communauté d'avant, soit avec le religieux, soit avec autre chose. Pour terminer, juste pour dire que depuis la nuit des temps, le politique et le religieux travaillent ensemble, s'opposent, se battent, etc., pour, j'allais dire, donner un sens à la vie des gens, pour leur proposer une transcendance, pour leur proposer un espoir commun, un rêve commun, et que, à partir du moment où le politique s'étiole, eh bien parce qu'il a moins de capacité à régir la collectivité, parce que le marché lui a enlevé cette possibilité de plus en plus et qu'il lâche prise devant la financiarisation de l'économie, le marché qui a tout envahi jusqu'aux sphères les plus intimes, c'est-à-dire le corps et le sacré. À ce moment-là, le religieux réapparaît pour donner du sens à tout ça et pour faire ancrage là où justement les ancrages habituels progressivement disparaissent. D'où l'idée que, par exemple, dans la deuxième ou dans la troisième génération, les jeunes essayent de se réancrer, y compris à la religion, là où leurs parents avaient en réalité totalement abandonné cette idée, tellement ils avaient adhéré au projet politique de la société dans laquelle ils se trouvaient. Sur la question du nihilisme, c'est une question importante, notamment quand on parle de djihadisme. Alors plus largement, vous avez raison qu'il y a des mouvements qui prennent maintenant, qui se revendiquent presque nihilistes comme tels, notamment les mouvements antispécistes, etc., qui amènent la question du malthusianisme carrément. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire d'enfants pour sauver la planète et il faudrait réduire progressivement, y compris s'annihiler, quoi. Sur la question djihadiste, elle est très importante, cette question, puisque ça a été un élément d'explication qui avait été avancé dans le débat public en 2015-2016. Une manière, un propos qui a été d'abord mis en avant par Berthaud et puis ensuite repris par Olivier Roy, qui disait qu'en fait, ces djihadistes ne cherchaient que la mort. Ils cherchaient, et en fait, à vrai dire, l'idée c'était que on pouvait expliquer le djihadisme à travers l'islamisation de la radicalité. C'est-à-dire que ce qui définissait ces individus, c'était d'être des radicaux ou à la recherche d'un certain radicalisme et que finalement, la cam la mieux sur le marché, c'était Daesh. Et donc, ces individus, naturellement, en recherche de violence et animés par une volonté nihiliste, basculaient dans le djihadisme. Alors ça, c'est problématique parce qu'on passe complètement à côté de la dimension idéologique. Et notamment, ce qu'on rate, c'est comment des individus, comme les Kleins typiquement, qui sont engagés depuis 20 ans dans la structuration d'écosystèmes à l'échelle locale, comment ces individus, quand ils partent en 2012, se retrouvent en fait à nouveau à diriger des filières pour faire basculer les gens sans jamais chercher la mort.
Jusqu'à la fin, ils se sont cachés dans leur tente, si vous voulez, à Baghouz, même quand ils étaient dans 1 km². Ce n'est pas vraiment un comportement nihiliste, c'est plutôt un comportement de quelqu'un qui construit un projet et qui ne veut pas voir ce projet détruit et qui veut sauver sa vie pour pouvoir recommencer à nouveau en mieux, en établissant, en comprenant ce qu'il a raté, ce qui a fait qu'il se retrouve tout seul dans sa tente ou entouré des quelques individus qui sont restés avec lui. Donc, on ne voit pas la dimension idéologique et donc on ne voit pas le projet politique sous-jacent. Or, le djihadisme répond d'un projet politique qui est très clair. Ils ont un discours sur les États. Ils ont un discours sur l'ordre westphalien qui est né, qui définit aujourd'hui les cadres de l'ordre international. Daesh était imbibé de références religieuses, de références à la fin des temps, etc. Et c'est comme ça qu'ils le justifiaient. Et si on ne veut pas rentrer dans cette boîte noire idéologique sur comment ces individus voient le monde et quelles conséquences ça a dans le passage à l'acte, eh bien, on n'a plus qu'à se focaliser sur les attentats. Et ce qu'on ne voit pas, c'est comment, à l'heure actuelle, le djihadisme prend, au contraire, dans certains milieux qui ont été travaillés pendant 15-20 ans par des prédicateurs. Ce qu'on rate, c'est l'évolution du Moyen-Orient, qui est, à l'heure actuelle, en proie à la révolution salafiste. Ce qu'on rate, c'est, en pensant, derrière des beaux discours, disqualifier ces individus. En fait, ce qu'on rate, c'est ce qu'ils sont potentiellement en train de faire, c'est-à-dire de véritablement pourrir l'islam de l'intérieur pour le transformer, pour l'objectiver sur la base des canons salafistes qui leur permet de dire qu'ils défendent réellement l'islam véridique. Voilà, un djihadiste, quand vous lui demandez s'il est djihadiste, il va vous dire « Non, moi je suis un musulman, je suis un bon musulman ». Par contre, tel individu qui a ce comportement-là, il est mauvais parce que moi je maîtrise le dogme, lui non, et donc je lui impose cette manière de voir. Et donc il dira jamais qu'il défend autre chose que l'islam, si vous voulez. Et ça, c'est très très problématique. Ça, c'est pas du tout nihiliste. C'est comment il est en train avec des leviers, en fait, de transformer, de redéfinir de l'intérieur une religion qui ensuite va s'imposer aux autres et va effectivement légitimer le meurtre d'individus dans la rue au nom de la défense de l'intégrité de l'islam, etc. Donc il y a deux éléments quand on parle de djihadisme. La dimension idéologique, c'est-à-dire la guerre idéologique qui se produit à l'intérieur de l'islam, silencieuse et qu'on a du mal à qualifier. Et puis il y en a une autre qui est cette guerre idéologique qu'il mène contre les démocraties, notamment d'Europe de l'Ouest, plus largement l'Occident, en se voulant les défenseurs de tous les autres. Si vous voulez, ça, il ne faut pas leur... Enfin, a priori, si on comprend ce qu'ils font, c'est là-dessus qu'il faut se positionner. Donc le nihilisme à manier, je dirais, avec précaution, parce qu'on fait très rapidement des raccourcis sur la spécificité d'un dynamique. Je ne suis pas spécialiste de l'écologie radicale, mais par contre, je suis sûr qu'on retrouvait d'autres éléments à rapprocher du djihadisme qui serait plutôt l'élément millénariste, c'est-à-dire persuadé que la fin du monde est proche, et donc qui amène, et le djihadisme c'est ça en partie, et donc qui amène d'autres comportements, qui est le regroupement communautaire. Et ça, bon, ça c'est dans ma thèse, c'est la grande partie historique, c'est qu'en fait les djihadistes historiquement se sont déplacés à travers des regroupements territoriaux d'une certaine manière, une enclave en milieu urbain, ils construisent des enclaves, ou bien des communautés reculées et ça, c'est éloigné de tout. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi chez les identitaires ultra-blancs, ultra-nationalistes ultra-blancs, chez les écologistes hardcore, etc. Ils se regroupent dans les quartiers, ils refont communauté, et ils redéfinissent les règles familiales, etc. Très rapidement sur la Syrie, madame, ce qui caractérisait surtout la Syrie avant 2011, avant les révoltes arabes, à mon sens, c'était surtout... J'y ai vécu, j'ai appris l'arabe en Syrie, plus d'1 an. C'était plutôt l'étroit contrôle que le régime exerçait sur la population syrienne, dans des dimensions dont on n'a aucune idée, même si on compare avec les sociétés du Maghreb. Et donc, en Syrie, jusqu'à l'éclatement de ce qu'on a appelé les printemps arabes, je n'avais aucune idée de ce que mes amis syriens pensaient de Bachar el-Assad. Donc, cette société est complètement muselée, et quand la Syrie a commencé, quand cet étau a commencé à se geler, à craquer au printemps 2011, le problème de la Syrie, c'est d'être aussi un nœud géopolitique. Et donc, finalement, tous les conflits latents du Moyen-Orient se sont projetés dans cette crise syrienne. Et très rapidement, des djihadistes qu'on n'avait pas vu venir, qui étaient principalement venus d'Irak et qui se sont refait la belle en s'investissant dans le conflit syrien, en le djihadisant de l'intérieur. Et au milieu de ça, vous avez des Européens qui viennent participer à cette dynamique djihadiste que va attiser Bachar el-Assad parce qu'elle permettait de broyer toute forme de contestation politique, notamment démocratique, au milieu. Et donc, coincé entre l'enclume du régime et le marteau djihadiste, finalement, on en vient à constater la victoire de Bachar el-Assad, la défaite des djihadistes et surtout la destruction d'une nation qui, si on voudrait vraiment remonter aux origines, à 5000 ans, enfin, je veux dire, je ne veux pas faire d'anachronisme, mais la Syrie, c'est le Chem, c'est quand même quelque chose de historiquement très très valable.
la lutte contre le terrorisme islamiste, appelons-le comme ça, djihadiste, comme vous voulez, c'est deux choses, la prévention et la répression. La répression, en France, c'est compliqué, mais regardez cette image. C'est un dispositif, c'est comme un râteau qui doit attraper toutes les feuilles. Et il vous faut toutes les dents au râteau. Et s'il y a une dent qui manque, il y a une feuille qui passe, c'est-à-dire que vous avez un djihadiste qui est passé. Et donc, comment vous faites pour attraper tout le monde? Et d'abord, il y a combien de dents au râteau? C'est-à-dire combien de mesures vous devez prendre? À peu près 150, à peu près répertoriées. Vous avez des dents du râteau qui sont à peu près acérées. Par exemple, le repérage, ce qu'on appelle les fiches S ou n'importe quoi. Vous avez des dents qui sont un peu émoussées, le suivi des fiches S. Très compliqué. Et vous voyez par exemple qu'à Saint-Étienne-du-Rouvray, un type qui était suivi, eh bien, c'est lui qui a assassiné le père Hamel alors même qu'il avait un bracelet électronique. Et puis vous avez des dents qui manquent. La prévention de la radicalisation en prison, malgré les débuts du renseignement pénitentiaire. La question de la surveillance de la formation des imams et de la surveillance de leurs prêches. Là, la dent manque. Et puis, quand bien même vous avez toutes les dents, il faut qu'elles soient bien alignées, parce que si les dents sont décalées entre elles, la feuille passe. Sous-entendu, par exemple, la cohérence de la chaîne pénale et judiciaire. En gros, si vous arrêtez des types pour les remettre dehors parce que le juge les a relâchés 3 jours après, vous avez un problème. D'accord ? Donc, tout un ensemble de dispositifs, il faudrait évidemment, il faut 1 heure pour vous raconter toutes les mesures à prendre, et qui posent évidemment toujours la même question, où est-ce que vous mettez le curseur entre sécurité et liberté, c'est-à-dire jusqu'où la dent est pointue et comment vous serrez le peigne pour accrocher plus de gens. Ensuite, vous avez la prévention, c'est autre chose, c'est pour qu'il y ait le moins de feuilles possible dans le râteau. Alors là, il faut qu'il y ait moins de feuilles. Et là, vous avez toutes les mesures classiques qu'on évoque, l'école, le travail et l'emploi, la formation des jeunes, etc. C'est-à-dire tout l'environnement socio-économique qui va faire que les jeunes concernés, s'ils sont jeunes notamment, n'ont pas envie d'aller vers cela. Et donc là, il faut travailler les territoires, la manière de redonner à toute cette énergie, pourrait-on dire, un sens et une récupération. Vous savez, sur les 31 ou 32 qui sont passés réellement à l'acte, en France, vous en avez 4 qui avaient demandé à rentrer à l'armée avant. Ce qui montre bien qu'il y a aussi une demande d'ordre, d'action, d'engagement dans quelque chose, que l'armée, voyant leur profil psychologique, a laissé tomber. Bon, peut-être heureusement pour l'armée, mais ce n'est pas le sujet. C'est qu'en réalité, la demande de participation peut être en fait forte, et la frustration d'être rejeté de ça peut être terrible. Et donc, tout ça pour dire que vous avez à la fois des mesures de prévention qui interrogent les failles de la société française quant à sa capacité à reprendre en main ces jeunes et à ne pas les entraîner dans cette voie-là. Et puis, vous avez de la prévention parce qu'il y a un moment, il faut taper dur. Et là, c'est tout le dispositif, police, justice, renseignement, douane, un peu affaires étrangères, etc., etc. Et là, c'est le râteau. Voilà, pour aller vite. Je vais essayer de répondre aux 2 questions de fond, parce qu'effectivement, elles se complètent très bien. Peut-être en commençant par votre branche et puis en terminant sur la seconde. Déjà, que faire? Je crois que la première chose, si vous m'autorisez une parabole médicale, c'est d'établir le diagnostic. Le diagnostic, il ne passe pas que par la réponse sécuritaire. Ça, c'est facile, c'est ce que demande, je veux dire, démagogiquement, les politiques de l'opposition à ceux de la majorité, et on les voit d'ailleurs changer de discours au fur et à mesure qu'ils prennent des responsabilités sur la question. La dimension sécuritaire seule ne suffit pas, et je vais vous dire un truc, elle s'est considérablement développée. C'est là-dessus qu'on a mis le paquet, parce que c'est l'axe de développement le plus évident. On renforce les moyens des renseignements, on renforce les moyens de l'armée, de la police, et en prison, on crée le BCRP, qui devient un véritable service de renseignement du 2e cercle, qui est doté de moyens énormes, en pensant et en faisant l'erreur qu'en sachant tout d'eux, finalement, on sera capable de les arrêter au bon moment.
Mais si on n'a pas compris ce qu'est le phénomène djihadiste, ils vont nous échapper. Encore une fois, Fabien Klein, ce qu'on voit, c'est une linéarité, et il a été pris en charge, suivi par tout le monde depuis 15 ans, et en réalité, personne n'a compris ce qu'il était en train de faire. Alors que c'était très évident, c'était une militantisme de base. Il faisait du porte-à-porte, il parlait, il montait. Mais la dimension de son militantisme n'était pas du tout interprétée. Donc pour ça, il faut faire un diagnostic. Et le diagnostic, il touche la société. J'ai parlé de territoire. Il y a certains territoires qui sont concernés, d'autres non. Pourquoi? Comment? Et c'est là où on doit rentrer dans le truc. Et donc je crois que la recherche a un rôle à jouer. Et il y a quelque chose de fondamental qu'on vient de comprendre, c'est que pendant des années, ce sujet est extrêmement compliqué, hein. Pendant des années, des chercheurs souvent très bien intentionnés, la majorité des chercheurs sur ce sujet-là, considéraient que traiter la question religieuse, et je vous rejoins tout à fait, qui doit être prise en compte, qui doit être intégrée dans le raisonnement, allait très vite amener à un certain malaise, qui plus est sous une république laïque, dont les constats éventuels seraient susceptibles d'être mal compris par l'opinion publique, et donc de faire monter les fantasmes et donc l'extrême droite. Moi, personnellement, alors je ne me sens pas du tout appartenir à cette génération de chercheurs, je pense exactement l'inverse. Je pense que c'est en faisant du terrain, en documentant un maximum le phénomène, en l'objectivant un maximum, qu'on pourra seulement lutter contre les fantasmes. D'ailleurs, l'extrême droite, partout en Europe, y compris outre-Atlantique, n'a pas eu besoin que je sache des chercheurs et de leur pudeur pour monter et parvenir au pouvoir. Donc ça, la recherche doit réinvestir le terrain. C'est pas normal quand on voit les bouleversements à l'échelle de certaines villes en 15 ans, quand on prend une ville comme Argenteuil, qui est l'un des pôles du salafisme en Île-de-France, pas toute la ville, certains quartiers d'Argenteuil, mais quand on voit l'évolution de la ville sur 20 ans, c'est pas normal que quand j'essaye de comprendre, il n'y a pas un mémoire de recherche d'un étudiant qui s'intéressait à l'évolution religieuse d'Argenteuil. Par contre, vous en avez 150 sur les discriminations dans la ville. Si vous voulez, c'est ça le truc, c'est effectivement la question des discriminations est fondamentale, mais si vous la prenez seule, vous n'expliquez rien. Donc là, que faire? Déjà réengager ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font, les djihadistes? Quand j'ai demandé à un recruteur de Daesh ce qu'il était, ce qu'il faisait, il m'a dit « Tu vois un éduc dans les quartiers ?» Ben moi, je fais la même chose, mais pour le djihad. Je deviens sympa, je suis cool avec le mec, je lui serre la main, salut, etc. Et au bout du fil, je commence à l'orienter un peu vers des prédicateurs sur Internet, je lui donne des lectures. Il dit « Moi, je ne travaille pas trop la dimension religieuse, c'est d'autres qui vont le faire, mais plus tard. » Première chose, il maille le terrain, il repère, il va parler. Et donc, il diffuse un discours de rupture qui prend tantôt pour aspect l'islam, tantôt pour aspect un discours plus politique, tantôt il s'appuie sur le complotisme très en verbe sur Internet. Et progressivement, ils arrivent comme ça à toucher les jeunes. Donc si on prend ça, si on prend conscience de ça, l'armée de réserve voulue par François Hollande quand il déclarait qu'on était en guerre contre le djihadisme, c'est pas, et pardonnez-moi d'être un peu provocant et caricatural, c'est pas le cadre sup de 35 ans qui s'ennuie dans son travail et qui veut rejoindre l'armée parce que ça donne du sens à sa crise de la trentaine, si vous voulez. Et je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas-là. Je veux dire, c'est très, très honorable de s'engager. C'est très, très honorable. Mais l'armée de réserve, c'est les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, de la PJJ. Ce sont les éducateurs associatifs qui voient tout. Comment j'ai fait mon terrain en allant voir ces individus qui sont les mémoires vivantes du quartier. Et ils vous disent, ah mais là, pourquoi il y a des problèmes? Parce que voilà ce qui s'est passé il y a 15 ans, parce que tel individu, il y avait les gens du GIA algérien qui sont arrivés il y a 15 ans, ils se sont installés, etc. Et on aura toujours la même chose. On aura des acteurs qui travaillent un territoire, qui montent une machine de prédication et qui, progressivement, va changer les visions du monde en place dans le quartier, qui va progressivement... C'est typique à Molenbeek, où on avait... je veux dire, dans le centre historique de Molenbeek, la population majoritaire se définissait comme belgo-marocain ou d'origine marocaine mais belge, donc une définition de soi qui était ethnico-nationale, si vous voulez. Et en 20 ans, on passe à une définition qui est, et là-dessus il y a des travaux quantitatifs documentant ça, à une définition essentiellement religieuse. Je suis musulman, et plus particulièrement une dimension religieuse qui se définit contre la société dominante belge, contre les valeurs en vigueur dans le reste de la société. Donc ça, c'est extrêmement important, comment on passe de l'un à l'autre, et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans d'autres quartiers pour que demain, on évite d'avoir non pas 2000, mais 20 000 individus impliqués dans les réseaux djihadistes. Et c'est tout ça l'enjeu, hein. C'est la masse critique, en fait. Donc, pour l'instant, ils sont temporairement isolés en prison. Donc, effectivement, là, il y a des choses à faire en détention. Et encore une fois, ce serait faux de croire qu'il ne se passe rien. Il y a énormément de choses. La pénitentiaire a énormément investi, et y compris sur la dimension religieuse, qui, dans un premier temps, avait été curieusement complètement laissée de côté. Et puis, la pénitentiaire a engagé
un certain nombre d'individus, qu'ils viennent de la recherche, qu'ils viennent des milieux associatifs, etc., qui avaient des notions. Et ce qui était très curieux, c'est que souvent la pénitentiaire avait les compétences en interne pour travailler sur ce sujet. Et donc, il y a tout un tas d'éléments de suivi qui sont mis en place. Je ne dis pas que ça marchera ou que ça ne marchera pas. En tout état de cause, ça va être un processus extrêmement long, mais je ne suis pas très optimiste sur ce qu'on appelle la déradicalisation. Je crois que ce qui se joue se situe ailleurs, se situe dans la capacité à adresser des dynamiques beaucoup plus globales, européennes, qui se traduisent notamment par la territorialisation du salafisme. Et encore une fois, comment à l'échelle de certains quartiers, on trouve un entre-soi qui est complètement en rupture avec le reste de la société et qui donc peut être investi par des éléments encore plus radicaux qui vont tirer vers le djihadisme. Ça sera mon dernier mot. Vous mentionnez le succès de la réconciliation algérienne. Personnellement, et avec tout le respect que je vous dois, je suis plus mesuré, notamment parce que la réconciliation algérienne s'est traduite par l'amnistie des djihadistes du GIA et qu'une bonne partie d'entre eux sont partis sitôt libérés en France, notamment à Toulouse, notamment à Trappes, et en fait ont fécondé ces environnements, ce qui allait devenir typiquement les frères Klein. C'est l'histoire des frères Klein, c'est la rencontre avec les réseaux des anciens du GIA à Toulouse qui fait qu'ils vont pouvoir commencer leur prosélytisme, et donc qui fait que la France s'est aussi acquittée au prix fort de la réconciliation algérienne. Et donc ces dynamiques-là sont très importantes parce que quand on parle de djihadisme, on parle en fait d'une dimension internationale qui inclut les évolutions des sociétés du sud de la Méditerranée. Merci à tous pour votre écoute patiente.